Soyez attentifs. Dès les premiers traits de cette page, une tempête de possibilités se déchaîne. Napoleon Hill fait son entrée, non pas comme un nom désuet sur une couverture de livre, mais comme une présence vivante, un maître serein de la pensée qui dissipe la poussière des excuses et allume une lame de lucidité dans votre esprit. Il murmure que la procrastination est un voleur silencieux qui dérobe votre avenir pendant que vous luttez contre le présent. Et dans la voix de Hill, cette phrase n'est pas un simple jugement, c'est un appel. Vous êtes invité à assister, maintenant, au duel entre le désir et l'inertie, entre l'intention et l'habitude, et à réaliser que chaque seconde d'hésitation façonne votre destin. Ici, point de douceur, une invitation à une confrontation honnête avec vos propres limites. La vie que vous menez et celle dont vous rêvez se trouvent tellement déformées que vos actions s'enlisent dans l'inertie. Il ne peut se résoudre au confort de l'attente. Pour lui, le désir ardent est à la fois racine et chemin, et sans racine, le geste périt avant même d'avoir germé. Ressentez la profondeur de cette idée. Chaque seconde reportée est une graine enfouie sous la peur, sous l'illusion du confort. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une trahison intime. Un pacte silencieux entre la routine et la peur de l'erreur. Il l'appellerait l'ennemi invisible, le saboteur qui se déguise en prudence et qui, peu à peu, remplace votre projet de vie par de vaines consolations. En le lisant, imaginez un jardin abandonné. Telle est son intention, implorant un jardinier courageux. Considérez les conséquences concrètes. Procrastiner, ce n'est pas simplement remettre les choses à plus tard, c'est modifier la chimie de votre cerveau, en renforçant les circuits neuronaux qui valorisent le plaisir immédiat et la souffrance à long terme. Napoleon Hill, avec le calme de celui qui a étudié les hommes qui réussissent, nous rappelle que l'esprit humain est une véritable fabrique d'habitudes, et que les habitudes se forgent par des décisions répétées, et non par de vagues promesses. La décision devient alors un rituel. Il exige que vous transformiez vos décisions en habitudes immédiates. Faites de l'urgence une discipline sacrée, non une imprudence désespérée, mais un geste décisif qui rompt tout pacte avec la paresse. Chaque petite action est un engagement. Chaque engagement réaffirme votre identité. Mais ne vous perdez pas dans les détails techniques. Il utilise des symboles. Il parle d'une forge intérieure où le désir est le métal brut et l'action, le marteau. Chaque coup, chaque pas, si infime soit-il, forge votre caractère. La forge exige de la chaleur, du courage. Quand vous hésitez, le métal refroidit. Le message est à la fois symbolique et réel. La transformation ne s'opère que par l'effort. Il propose des pratiques qui ne sont pas des artifices psychologiques, mais des exercices pour l'âme. Commencez par une règle d'une simplicité radicale. 5 secondes pour vaincre l'hésitation. 5 minutes pour rendre le commencement inévitable. Un petit rituel pour invoquer la volonté. Ainsi, la forge se remet en marche et l'étincelle du commencement allume de nouvelles connexions neuronales. Le langage que vous utilisez avec vous-même est le second champ de bataille. Il, héritier d'une tradition qui unit logique et foi pratique, affirme que les mots sont une programmation. Je dois crée une obligation. Je choisis crée une identité. Changer ces expressions, c'est réécrire ses codes internes. Quand vous dites « je suis le genre de personne qui agit », votre cerveau reçoit l'ordre de se conformer. Ce changement est à la fois technique et mystique. Technique, car il modifie le comportement. Mystique, car il réoriente le récit existentiel. Il enseigne que l'esprit ne se contente pas de penser. Il obéit à ce qui lui est répété avec constance. La répétition est une liturgie, et la liturgie façonne le destin. N'ignorez pas le corps. La posture devient un impératif. Il observe que la pensée et le corps dialoguent, et qu'une posture affirmée influence les réactions chimiques. Redressez la poitrine, respirez profondément, parlez fermement. Ces gestes sont des engagements. Ils harmonisent la physiologie et l'intention. Il ne prône pas une douceur vide de sens. Il prône l'autorité. Sa méthode est une esthétique de l'action. Simple, austère, empreinte de respect. Il souligne que l'environnement est complice de la procrastination. Le désordre vous observe et murmure des excuses. Éliminez le superflu. Limitez les choix. Supprimez les options inutiles. Une discipline intelligente est une architecture qui réduit les possibilités d'évasion. Concernant l'avenir, il fait de la vision une carte sacrée. Se concentrer sans but précis est un sacrifice. Avoir une vision est un appel. Il recommande des images vivantes, visages, dates, émotions,
un désir assorti d'une adresse. Lorsque l'avenir s'imprime dans votre esprit par des couleurs et des textures, le présent trouve une direction. La vision crée une pression sélective. Les petites actions prennent de la valeur car elles contribuent à un dessin plus vaste. Et ici, la discipline est douceur. C'est le soin d'un jardinier qui arrose, non le fanatisme d'un tyran. Hill appelle à la visualisation non pas en vaine promesse, mais comme un instrument de navigation. Pourtant, Hill n'ignore pas la fragilité humaine. Il affirme que l'échec est inévitable et qu'il recèle des opportunités. La différence entre la défaite et l'apprentissage réside dans le retour à la raison. Ceux qui échouent et s'en blâment restent prisonniers de leurs erreurs. Ceux qui échouent et en tirent les leçons en ressortent plus forts. Il s'exprime avec une fermeté empreinte de compassion. Soyez rigoureux envers vous-même, mais sans brutalité. L'échec, selon lui, est la matière première de la sagesse pratique. La résilience se construit par de petits recommencements, par des décisions que l'on remet en œuvre le jour même. Cette exigence est, paradoxalement, une marque de bienveillance envers votre capacité à persévérer. Tandis que le lecteur assimile ses idées, la question que Hill nous poserait alors surgit, et il la poserait comme une épée tranchant les doutes. Combien de temps encore accepterez-vous que votre avenir soit façonné par les reports? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, elle requiert une prise de position. La voix de Hill s'intensifie à ce stade. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Il faut harmoniser désir, langage, corps, environnement et vision. L'acte de commencer est une chaîne. Une fois enclenchée, elle tire. C'est pourquoi vos premiers instants d'action sont sacrés. Protégez-les comme on protège un reliquaire. Voici une suggestion pratique et rituelle. Choisissez une tâche reportée et engagez-vous à agir sans interruption pendant 5 minutes. Sans téléphone, sans tablette, sans excuse. Respirez, redressez-vous et déclarez « J'agis ». Il appellerait cela un décret de volonté. C'est le geste fondateur qui pose les bases de nouvelles habitudes. Au terme de ces minutes, savourez votre victoire par une récompense consciente. Une pause, un café, un remerciement intérieur. La récompense est un apprentissage. Elle apprend au cerveau que l'effort génère plaisir et sens. Elle transforme la dopamine, source d'instinct de fuite, en une impulsion constructive. Dans cet univers où Hill règne, la procrastination se dévoile pleinement. Un phénomène à la fois biologique et moral, transformable par une discipline intelligente. Mais la fin de cette première heure de lecture n'est pas une conclusion, c'est une préparation. Un portail s'ouvre à vous, et Hill vous en indique le chemin. Discipline et compassion, vision et précision, action et rituel. Si vous franchissez ce portail, votre vie commencera à se dessiner, enrichie de nouvelles nuances, plus élevées et plus claires. Avant de poursuivre, ressentez le poids de cette promesse. Une volonté sommeille en vous, qui n'attend que d'être autorisée. Napoleon Hill ne sera pas seulement une référence, il sera le gardien silencieux des passages suivants. Il a déjà allumé la mèche. Préparez-vous. L'étape suivante révélera les mécanismes pratiques pour transformer l'impulsion en habitude, le désir en destinée, et la révélation bouleversante surviendra lorsque vous comprendrez ce qui se passe dans les 5 minutes qui suivent le premier acte. Décidez maintenant. Laisserez-vous l'inertie dicter votre destin, ou agirez-vous, aujourd'hui? Napoleon Hill plane comme une ombre lumineuse tout au long de cette seconde partie. Non pas une citation isolée, mais la main qui guide le déroulement de la scène, nous permettant de nous reconnaître dans les gestes du quotidien. Imaginez un matin ordinaire, le réveil qui sonne, la promesse d'une nouvelle journée qui se dissout dans de petits rituels d'évasion. 5 minutes de plus, consulter ses messages, préparer un café, se bercer d'excuses. Il y verrait une réplique du théâtre humain, où le désir et la routine occupent inlassablement le devant de la scène. Il attire notre attention sur cette chorégraphie quotidienne, car c'est en son sein que naissent les plus grandes trahisons. La procrastination qui commence par un simple « plus tard » et se termine par des portes closes, des occasions manquées et une voix intérieure qui s'habitue à blâmer. Transformer cet épisode banal en une pratique transformatrice, telle est la mission sacrée que Hill nous confie. La force de cette section réside dans sa capacité à rendre le thème plus accessible aux spectateurs, non seulement conceptuellement, mais aussi par des images tangibles. Pensons à l'étudiant qui ouvre son cahier et ressent le poids d'une page blanche, à l'entrepreneur qui remet à plus tard l'envoi d'un courriel crucial, à l'ami qui évite une conversation nécessaire par crainte de la confrontation. Chaque scène est intime et familière.
Il nous rappelle qu'il n'y a pas de mystère métaphysique au-delà de la répétition. Ce qui est répété devient réalité. L'identification naît de ce constat, non pas comme un jugement, mais comme une opportunité de reconnaissance. Et lorsque l'on reconnaît, on peut choisir autrement. D'un ton serein, il suggère que la première révolution est la prise de conscience quotidienne. Comprendre quels petits compromis façonnent notre destin. Parmi les images du quotidien, des bribes de mystère émergent. Pourquoi certaines personnes, apparemment égales en talent et en temps, progressent-elles sans difficulté tandis que d'autres restent bloquées? Il suggère que le secret réside dans les décisions invisibles prises en silence. Il existe un couloir secret que la plupart des gens ignorent, celui des micro-décisions, ces choix microscopiques entre impulsion et action qui, accumulés, façonnent le caractère. Si votre routine est faite de petits abandons, le chemin se ferme. Si elle est faite de petits commencements, la route s'ouvre. C'est cette énigme que Hill se propose de percer. Non pas la malchance, mais un schéma caché. Et lorsqu'un schéma est décelé, il peut être modifié. Le ton devient ici presque journalistique, tout en étant empreint de métaphores. Imaginez un vieux mécanisme d'horlogerie. Ces pièces sont les habitudes, le ressort, le désir et l'horloge, la vie. La procrastination est la poussière qui s'accumule dans les rouages et dérègle le temps. Il suggérerait que la purification s'opère par la routine, par des règles et par des rituels qui semblent insignifiants, mais qui possèdent la force d'une loi intérieure. Par exemple, instaurer un rituel de rentrée pour chaque tâche. Un geste simple, comme fermer la porte, prendre 3 grandes respirations et marquer le premier pas. C'est un détail du quotidien qui agit comme un sortilège contre la distraction. L'existence de ce sortilège est prosaïque. Son effet est transformateur. Les histoires les plus captivantes ici sont celles que vous avez déjà vécues. Le projet resté à l'état d'ébauche pendant des années et lancé un jour d'audace. La conversation longtemps évitée qui, une fois tenue, a dissipé 3 mois d'angoisse. La discipline minimale devenue une habitude et qui, des années plus tard, a permis de bâtir une fortune. Il ne s'attarde pas sur les théories. Il cite des cas concrets et des schémas récurrents. Il dirait que la victoire se joue sur de petites victoires répétées. Aucune grande œuvre n'est née sans le travail de précision. Cette vérité ancre le sujet dans le quotidien, en faisant un terreau fertile pour ceux qui recherchent le changement sans héroïsme mélodramatique, simplement par la persévérance. Mais il ne se contente pas d'instruire, il provoque. À un certain moment de ce récit, un rebondissement inattendu survient, comme si l'esprit lui-même conspirait. Et si la procrastination était aussi un messager? Et si, derrière la résistance, se cachait un désir inavoué, une vie secrète qui réclame notre attention? L'invitation est d'écouter au-delà des habitudes. Il se peut que votre esprit protège quelque chose de précieux, ou qu'il fuit une mission encore inconnue. Cette hypothèse crée une tension. Il ne s'agit pas simplement de combattre l'inertie, mais de déchiffrer le langage de nos silences. Il, toujours attentif aux profondeurs de l'âme, nous apprendra qu'il faut écouter sans se laisser tromper. Toute pause n'est pas une fuite, mais presque chaque fuite dissimule une opportunité mal formulée. Le langage reste dense, symbolique et pourtant pratique. Il mêle des phrases inspirantes à des injonctions claires. Il nous invite à observer le cycle de la dopamine dans les petits moments du quotidien. La satisfaction immédiate de faire défiler les réseaux sociaux face à la récompense lente et profonde d'un travail valorisant. Ce qui semble un plaisir instantané est souvent un sacrifice qui nous appauvrit. Prendre conscience de cette dette est libérateur. Réaliser que l'on a troqué des heures d'investissement contre quelques minutes de plaisir permet de renégocier avec son esprit. Il propose patiemment des contrats intérieurs, de nouveaux accords entre le présent et l'avenir, où l'on s'engage sur des échéances courtes, des récompenses maîtrisées et des rituels d'initiation. Pour que cela ait un sens au quotidien, il suggère des exercices simples que chacun peut pratiquer dès le matin. Choisir 3 petites tâches qui, une fois accomplies, modifieront votre humeur et votre perception de la journée. Mettre son téléphone portable hors de portée pendant des périodes définies. Célébrer consciemment les petites victoires. Ces actions, répétées discrètement, engendrent un changement silencieux. Il ne s'agit pas ici d'une transformation instantanée, mais d'une accumulation inévitable de force intérieure. Il insiste sur le fait que l'excellence est le fruit d'une pratique quotidienne rigoureuse. Des mots clairs,
Des gestes répétés, des décisions simples prises avec fermeté. Tout au long de ce passage, des images de tension croissante se dessinent. Une scène symbolique où la porte des opportunités grince et se referme par petits claquements différés. Une autre où le protagoniste hésitant découvre un vieux carnet et décide d'en arracher les pages d'excuses. Ces moments tiennent le lecteur en haleine, créant une attente de plus grande ampleur. Il, avec une autorité touchante, fait une promesse. Il existe une technique pour forger son propre destin et elle sera révélée avec précision. Cependant, il sème aussi un dilemme, et c'est ce dilemme qui détermine la fin de ce passage. Choisir entre un confort illusoire et la douleur salutaire de la croissance. La conclusion est empreinte d'urgence. Il souligne que la prochaine étape exige un courage accru, fini les artifices superficiels, place à un alignement profond entre intention et rituel. Il annonce qu'il révélera, dans la section suivante, les mécanismes qui transforment l'inertie en élan durable, et que ces mécanismes ont un nom, une forme et une discipline. Avant de conclure, il vous invite à observer une chose. Combien de fois, ces dernières 24 heures, avez-vous préféré la facilité à l'investissement? Compter ces fois est le premier pas vers le changement. Puis le ton change, plus intime, presque confidentiel. Dans les pages suivantes, vous découvrirez l'instrument capable de transformer 5 minutes d'action en des décennies de résultats. Et cette révélation a un prix. Abandonnez l'excuse que vous appelez encore identité. Préparez-vous, car le passage qui suit apportera des preuves concrètes, des histoires qui feront écho à la vôtre, et une méthode qui exige tout et qui rend tout. Êtes-vous prêt? La réponse déterminera le ton de la troisième partie. Napoleon Hill apparaît ici comme une présence qui transcende le temps, comme si sa voix résonnait non pas des pages d'un livre, mais du cœur même de la conscience humaine. Il devient le guide qui dissipe le brouillard de l'habitude, révélant une vérité que peu osent affronter. La procrastination est une forme sophistiquée d'auto-sabotage, et l'auto-sabotage naît d'un manque de but précis. C'est comme si l'âme désorientée refusait d'obéir à un esprit sans direction. Il ne parle pas sur un ton de reproche, mais de révélation. Il révèle que le problème n'est pas le retard en lui-même, mais le vide qui le nourrit. Celui qui ignore pourquoi il fait quelque chose, ignore quand il devrait le faire, et celui qui ne perçoit aucun sens à l'action transforme tout effort en martyr. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui motive réellement vos décisions quotidiennes? Pourquoi certaines journées débordent-elles d'énergie, tandis que d'autres vous pèsent comme du plomb? Il soutiendrait que cette oscillation provient d'un problème d'alignement. Lorsque l'objectif est lointain, le corps hésite. Lorsque l'esprit doute, les muscles se contractent, et la procrastination, sournoisement, s'installe entre l'intention et l'action. À chaque tâche reportée, vous ne perdez pas seulement du temps. Vous conditionnez votre cerveau à croire que remettre à plus tard est synonyme de sécurité, et qu'agir est synonyme de risque. C'est une leçon toxique apprise en silence. Il appellerait cela l'éducation de la peur. Mais il existe un remède. Et il commence par la question que Hill posait toujours à ses étudiants. Que voulez-vous vraiment et pourquoi? Il affirmait que l'esprit humain est comme un émetteur qui ne fonctionne à pleine fréquence que lorsqu'il est alimenté par un désir ardent. Sans ce désir intense, l'énergie mentale se disperse en distraction. C'est pourquoi beaucoup peinent à rester concentrés. Ce n'est pas un manque de discipline, mais un manque de passion. Lorsque le désir est flou, le moindre obstacle paraît insurmontable. Lorsque l'objectif est clair, l'impossible devient un simple tremplin. Et c'est alors que survient le tournant. Il propose de cesser de lutter contre la procrastination et de renouer avec le but que votre âme réclame. Il affirme que chaque impulsion à fuir recèle un message. Quelque chose en vous tente de vous dire que votre action a perdu son sens. Peut-être l'objectif que vous poursuivez est-il trop modeste pour votre potentiel. Peut-être suivez-vous des objectifs imposés, et non des objectifs choisis. Il enseigne que l'antidote à la procrastination est un désir authentique, non pas le désir superficiel d'un plaisir immédiat, mais le désir spirituel d'épanouissement. Ce désir qui transforme la peur en énergie et la lassitude en direction. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelque chose vous captive, le temps semble s'arrêter? C'est ce que Hill appelait la noble dopamine. Non pas la dopamine de la distraction, mais celle de l'engagement. Elle se manifeste lorsque le corps et l'esprit reconnaissent le sens de l'effort. La procrastination disparaît non par la force, mais par la constance.
Le secret est donc de ne pas lutter contre son corps, mais d'aligner son esprit sur une vision que le corps aspire à servir. C'est ce que Hill nommait l'union de la raison et de la foi. Mais comment parvenir à cet alignement? Hill ne laissait pas la réponse au seul domaine de la philosophie. Il passe à la pratique. Dressez la liste de 10 raisons pour lesquelles vous devriez agir aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Écrivez-les à la main, d'une voix ferme, et lisez-les avant de vous coucher. C'est un exercice simple, et en même temps, presque alchimique. Car le cerveau humain croit ce qui est répété avec émotion. Lorsque vous lisez, répétez, ressentez et visualisez, vous commencez à remodeler les circuits de la motivation. Hill était convaincu que les mots chargés d'émotion ont le pouvoir d'imprimer de nouveaux chemins mentaux. Mais que se passe-t-il lorsque la fatigue s'installe, lorsque le corps est lourd et que l'esprit s'auto-sabote? Hill sourit et répond « Utilisez le pouvoir de l'inverse ». Il explique « Lorsque vous ressentez une résistance, agissez à l'encontre de l'impulsion. Si vous voulez remettre à plus tard, faites-le immédiatement. Si vous voulez abandonner, redoublez d'efforts. » Ce renversement crée une nouvelle connexion neuronale. Chaque acte contraire à l'impulsion de fuir est une micro-victoire qui reprogramme l'esprit pour obéir à l'ordre supérieur, celui de la volonté. Hill appelait cela « loi de l'autopropriété », le muscle invisible qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. Ressentez-vous toute la portée de ces mots? Ce ne sont pas de simples métaphores poétiques, mais des instructions pour une transformation intérieure. Chaque fois que vous obéissez à l'injonction la plus noble et que vous ignorez la plus vile pulsion, vous affinez votre caractère, vous entraînez votre cerveau à vous faire confiance. Hill disait que la confiance en soi est le fondement de toute richesse, non seulement financière, mais aussi émotionnelle, spirituelle et sociale. Un homme qui a confiance en ses actions est inarrêtable. Mais alors se pose l'inévitable question. Comment conserver cet état de confiance lorsque le monde semble être contre vous? Lorsque la vie exige plus que vous ne pouvez offrir? Il répondait, « La force ne vient pas de la certitude du succès, mais de la fidélité à son objectif. L'esprit exercé comprend que chaque effort est une graine, non un résultat immédiat. On sème, et la récolte vient plus tard. La procrastination est impatiente, la détermination est patiente, et cette différence forge les destins. Ici, il nous amène à une image saisissante. Il vous invite à imaginer votre moi idéal comme une figure lumineuse, vous observant depuis un point lointain dans le temps, le futur qui a déjà réalisé tout ce que vous désirez. Cette figure n'est pas un rêve, c'est un miroir. Chaque fois que vous hésitez, regardez-la et demandez-vous, cette action me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de cette version? Cette simple question est une boussole spirituelle. Elle transforme le choix quotidien, travailler, étudier, agir, se reposer, en un acte d'alignement avec son propre destin. À partir de ce moment, le texte prend une tournure révélatrice. Et il révèle que le véritable ennemi n'est pas la paresse, mais la désorientation. Un être humain sans vision est comme un bateau sans gouvernail. Le moindre courant l'emportera. C'est pourquoi il conseille, écrivez votre vision, décrivez-la en détail, lisez-la à voix haute chaque jour. Faites-en votre rituel de fidélité à l'avenir. C'est la version moderne de la prière quotidienne, un rappel de qui vous avez décidé d'être. Mais, comme dans tout grand voyage, il y a une épreuve. Il prévient que le vieux mental tentera de reprendre le dessus. Les vieux schémas neuronaux essaieront de vous convaincre qu'il est plus sûr de remettre à plus tard. Il est plus confortable d'attendre. Ils se présenteront sous un déguisement de prudence, comme un « il vaut mieux réfléchir encore un peu ». Et c'est à ce moment précis que le véritable disciple se distingue, car la peur ne disparaît pas, elle ne fait que changer de visage. Il enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Vous est-il déjà arrivé de réfléchir au nombre de fois où la peur, déguisée en raison, vous a empêché d'agir? Combien de projets sont restés au point mort faute de certitude? Il dirait que la certitude est une illusion. Elle ne vient qu'après l'action. L'action est le catalyseur qui transforme le doute en clarté. Nul ne peut avoir la foi en restant immobile. La foi ne se manifeste que par le mouvement. Et voici la provocation finale de cette section. Une question que Hill poserait comme pour interpeller l'âme. Si demain il était trop tard, qu'auriez-vous laissé inachevé aujourd'hui? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est la flamme qui consume la procrastination jusqu'à la réduire en cendres. Voyez-la maintenant, non comme une menace, mais comme une libération. Car, dans la prochaine partie, il promet de révéler le pouvoir insoupçonné de la discipline émotionnelle.
le moment où l'énergie dopaminergique, la pulsion biologique, se transforme en carburant spirituel. Il montrera comment le plaisir peut être canalisé pour servir la mission et non pour la faire dérailler. Le chemin à parcourir est exigeant, mais libérateur. Et ainsi, tandis que ses paroles résonnent encore, il semble prendre un peu de recul, non pas parce qu'il part, mais parce qu'il veut que vous partiez. Il laisse une phrase en suspens, comme une invitation et un défi. N'attendez pas d'être prêt. Commencez simplement, et l'univers s'alignera sur votre mouvement. L'étape suivante commence lorsque vous répondez, en silence ou à voix haute, « Je suis prêt à agir ». Napoleon Hill vous observe désormais non plus comme un maître distant, mais comme une présence silencieuse à vos côtés. L'atmosphère est lourde, et quelque chose y perçoit que vous êtes sur le point de franchir la frontière entre savoir et faire. Il sait, comme peu l'ont su, que le savoir sans application pourrit dans l'esprit. C'est une bibliothèque verrouillée dont on a perdu les clés par hésitation. Et c'est pourquoi, à ce stade, il abandonne le discours et embrasse la pratique. Il veut que vous viviez les idées, que vous ressentiez l'impact physique du changement. Aucune théorie ne peut remplacer l'action. La première scène est à la fois réelle et symbolique. Le réveil sonne, le corps résiste, l'esprit entame des négociations. 5 minutes de plus, murmure-t-elle, et l'accord est conclu dans un doux sentiment de soulagement. Mais Hill se penche vers elle et dit « Chaque fois que tu cèdes, tu t'entraînes à l'échec. » Cette phrase est tranchante comme un rasoir, car elle est vraie. L'échec ne découle pas de grandes catastrophes, mais de petits compromis quotidiens avec sa propre faiblesse. C'est dans ces instants fugaces que se forgent les empires intérieurs. Il enseigne que le succès est la somme des moments où l'on décide de ne pas reculer. Et si l'on y prête attention, on réalise que le champ de bataille de la vie est fait de détails. Se réveiller à l'heure, tenir parole, rester concentré malgré les appels à la distraction. Il utilise un exemple simple mais éloquent. Imaginez un musicien qui travaille ses gammes. Jour après jour, note après note. Il répète, fait des erreurs, se corrige. Pour l'observateur extérieur, cela paraît monotone. Pour celui qui comprend, c'est sacré. Car c'est dans la pratique répétée que le corps et l'esprit fusionnent en une discipline naturelle. L'excellence, disait Hill, est une habitude perfectionnée par la volonté. La procrastination abhorre la répétition, car elle nourrit l'ego de la nouveauté. Mais le véritable pouvoir réside dans la constance, dans la beauté cachée de faire la même chose consciemment, jusqu'à ce que la simplicité devienne art. Mais il va plus loin. Il révèle un secret. La dopamine, si souvent décriée, peut être votre allié. Il la surnomme le feu du temple intérieur. Il explique que, biologiquement, la dopamine est un marqueur de progrès, et qu'en apprenant à l'associer à l'effort, on transforme l'inconfort en plaisir. Il propose une expérience. Chaque fois que vous terminez une tâche, arrêtez-vous une minute. Inspirez profondément. Sentez le poids de votre corps. Sentez l'air entrer dans vos poumons et dites-vous « J'ai progressé ». Cela peut paraître anodin, mais c'est de la pure alchimie. C'est le moment où le cerveau commence à associer la récompense au travail, et non à l'évasion. Il savait que le cerveau peut être rééduqué, que le plaisir peut être transféré du divertissement à la réussite. Il évoque également le pouvoir de l'environnement, ce champ invisible qui façonne les comportements. Ne comptez pas sur votre volonté, répète Hill. Créez un environnement qui la rende superflue. Une chambre rangée, un bureau propre, le téléphone portable hors de vue, de petits changements qui décuplent votre productivité. La procrastination a du mal face à une structure. Les génies étudiés par Hill, de Ford à Edison, ne dépendaient pas de la motivation, mais d'un système. Ils instauraient des routines qui contraignaient l'esprit à obéir. Il insiste. La liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans le fait de vouloir ce que l'on doit faire. Au fil du récit, un épisode curieux se dessine. Il raconte avoir observé pendant des années des ouvriers dans une aciérie. Les plus productifs n'étaient ni les plus forts ni les plus intelligents, mais ceux qui suivaient des rituels bien précis. Un homme, en particulier, commençait toujours son service de la même manière. Il se lavait les mains, ajustait sa montre à son poignet gauche et murmurait quelque chose que lui seul pouvait entendre. C'était le signal pour le cerveau que le travail avait commencé, explique Hill. Le rituel transforme l'effort en vocation. Cette simple histoire illustre une vérité profonde. Le corps a besoin de repères pour s'y conformer. Il rompt alors le silence par une provocation. Avez-vous un rituel pour atteindre votre but, ou vivez-vous au gré de vos envies?
Cette question transperce comme une flèche. Combien de fois avez-vous entrepris quelque chose sans structure, en vous fiant uniquement à votre inspiration? Combien de fois avez-vous attendu de vous sentir prêt? Il rit doucement, comme s'il avait vu des milliers de personnes tomber dans ce piège. L'inspiration, dit-il, est la récompense, pas le point de départ. C'est l'acte de commencer qui appelle l'inspiration. L'univers favorise ceux qui agissent et ignore ceux qui se contentent de rêver. Au fil du récit, le rythme devient presque hypnotique. Il nous invite à imaginer le cerveau comme un général en guerre et chaque distraction comme un ennemi infiltré. Dans ce scénario, la discipline est le bouclier invisible. Il enseigne que la maîtrise mentale ne s'acquiert pas par la force, mais par la clarté. Et cette clarté n'existe que lorsqu'on sait précisément ce que l'on cherche. L'indécision, prévient Hill, est le terreau de la procrastination. Décider, c'est élaguer. Chaque choix élimine 1000 possibilités, et cette limitation volontaire est le prix de la véritable liberté. Le ton change alors. Il devient plus intime, presque confessionnel. Il raconte qu'il a lui aussi été victime de l'inertie. Il a lui aussi douté. Il a lui aussi procrastiné. Et c'est dans cette vulnérabilité que sa grandeur se révèle. Il a appris que la peur et la procrastination sont des compagnes de voyage, et qu'elles n'ont pas à prendre le volant. « Je n'ai pas éliminé la peur, confie-t-il. Je l'ai mise sur le siège arrière. » Cette image simple recèle des décennies de sagesse. La peur ne disparaît pas. Elle change simplement de place quand on prend les commandes. Et le piège est tendu. Il se lève, comme s'il terminait un cours, et s'apprêtait à en commencer un autre. Il fixe l'auditoire intensément et déclare « Vous n'êtes pas là pour comprendre ce que je dis. Vous êtes là pour vivre ce que je dis. » Il promet que, dans la prochaine étape, il dévoilera la méthode complète. Une séquence pratique, étape par étape, pour transformer l'intention en résultat et reprogrammer le cerveau pour qu'il agisse naturellement. Mais d'abord, il lance un défi. Pendant les 3 prochains jours, choisissez une tâche que vous avez remise à plus tard et pratiquez le rituel initial. Respiration, posture, concentration, action minimale. Puis, sur un ton d'adieu temporaire, il répète une vieille phrase, désormais chargée d'une force nouvelle. On n'atteint pas le sommet en conquérant des montagnes, mais en se conquérant soi-même chaque matin. Le silence qui suit est une invitation. On ressent le poids des paroles prononcées, mais aussi la légèreté de celui qui a enfin trouvé le chemin. La transformation n'est pas un miracle, c'est une méthode, une décision, une foi en l'action. La suite montrera, avec une précision chirurgicale, comment transformer ce nouvel état d'esprit en un système d'action inébranlable. Mais pour l'instant, il se contente de sourire. Le général vous a donné la carte. À vous de faire le premier pas. Napoleon Hill se tient devant vous, non pas comme un lointain souvenir, mais comme une force vivante qui imprègne vos décisions. L'atmosphère est différente, dense, chargée d'attente. Il sait que désormais, il ne s'agit plus de comprendre des idées, mais de les appliquer avec une précision quasi militaire. Dans cette partie, le récit s'accélère, le rythme s'intensifie, le temps se comprime, et Hill exige de vous ce qu'il a toujours considéré comme le véritable tournant, la discipline émotionnelle. Car ce n'est pas le corps qui surmonte la fatigue, c'est l'esprit. Il commence par dire « Tout changement est précédé d'un moment de malaise. C'est le signe que votre ancienne personnalité est en train de disparaître. » Cette phrase résonne comme un son clair dans le brouillard. Il décrit la tension de la transformation comme un passage entre 2 mondes, celui de l'inertie et celui de l'action. L'ancien esprit veut persister car il connaît les zones d'ombre. Le nouvel esprit aspire à naître, mais il lui faut du courage. C'est dans ce conflit que la procrastination attaque avec force. Elle se déguise en prudence, en doute, en perfectionnisme. C'est cette voix qui dit « Attends encore un peu », et ce « peu de temps » se transforme en années. Il ne pardonne pas à cet ennemi intérieur, l'hésitation et l'enterrement des grandes idées. Pour rompre ce cycle, il présente un concept essentiel, élan mental selon Hill. Le cerveau est comme une locomotive. Il dépense plus d'énergie au démarrage qu'en mouvement. Le secret réside donc dans le début. Agissez vite et ajustez ensuite, conseille-t-il. Le démarrage crée une impulsion et cette impulsion surmonte les résistances. Il affirme « On peut planifier pendant des mois, mais rien ne change tant que rien ne bouge. » Et c'est là que le corps et l'esprit commencent à s'harmoniser, lorsque l'action prime sur la certitude. Imaginez un instant une personne qui décide d'écrire un livre. Pendant des mois, elle rêve, esquisse,
fait des recherches, parle du projet, mais n'écrit jamais la première ligne. Il l'aborderait et lui demanderait « Voulez-vous être écrivain ou voulez-vous simplement en donner l'illusion ?» Cette question dissipe l'illusion. Il affirme que la procrastination se nourrit de l'apparence du progrès. Planifier, organiser, étudier, tout cela donne l'impression d'avancer, mais n'en est rien. Seule l'action concrète crée la réalité. Et le cerveau apprend par le résultat, non par l'intention. Il propose alors une méthode simple et brutale. Une règle des 3 blocs, il le décrit ainsi. Choisissez 3 moments fixes dans la journée, 10 minutes chacun, consacrés exclusivement à une tâche importante. La durée importe peu. L'essentiel est la régularité. Pendant ces plages horaires, éliminez toute distraction et plongez-vous complètement dans la tâche. Ensuite, offrez-vous une petite récompense agréable. Cela apprend au cerveau que la concentration est gratifiante. En quelques semaines, dit-il, le comportement change de lui-même. Le plaisir provient du progrès et non de l'évasion. Mais il n'est pas naïf. Il sait que la résistance finit toujours par se manifester. C'est l'épreuve inévitable. Le corps proteste. L'esprit invente des excuses. Et c'est à ce moment précis qu'il introduit le concept de « respect de soi productif ». On n'échoue pas quand on a envie d'abandonner. On échoue quand on ne se respecte pas suffisamment pour continuer. Cette phrase est un miroir. Il veut nous faire comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais un honneur. C'est l'engagement de considérer sa propre vie comme sacrée. Il raconte ensuite une histoire qui illustre parfaitement cette leçon. Un jeune apprenti l'aborda, lui confiant son incapacité à maintenir des habitudes productives. « Je commence avec enthousiasme », expliqua le jeune homme, « mais je me sabote rapidement. » Il lui lança alors un défi. « Pendant 7 jours, accomplissez seulement la première étape de tout ce que vous promettez. Ni la deuxième, ni la troisième. Juste la première. » L'apprenti accepta. 7 jours plus tard, il revint transformé. Le simple fait d'avoir accompli cette première étape l'avait libéré du carcan mental de la perfection. Il conclut, « Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui, il vous suffit de commencer aujourd'hui et de recommencer demain. » À ce stade, le récit prend un ton presque électrique. Il arpente la pièce en déclarant « La procrastination est l'opposé de la foi, car ceux qui ont confiance agissent. Ceux qui doutent remettent à plus tard. » Pour Hill, la foi n'est pas une croyance aveugle, mais une conviction soutenue par l'action. Il enseigne que l'univers répond à l'impulsion de l'action, non aux intentions silencieuses. La pensée attire, mais l'action crée. C'est le pont entre la philosophie et la pratique, entre l'invisible et le concret. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous passez à l'action, quelque chose s'éveille en vous? Hill explique que c'est le feu de l'intention qui s'allume. Le corps libère de l'énergie, l'esprit s'éclaircit, le temps semble s'étirer. Mais il y a une condition. Il faut protéger ce feu. Éviter les conversations stériles, les environnements chaotiques et les distractions déguisées en obligations. Il prévient « L'énergie est votre or. Investissez uniquement là où le retour sur investissement est la croissance. » Puis il évoque le pouvoir de la répétition consciente. Tout ce qui est fait intentionnellement forge notre identité. À chaque action répétée, le cerveau renforce le processus d'action. Il compare ce processus à la sculpture sur pierre. Chaque coup de pinceau semble infime, mais c'est l'ensemble qui révèle la forme. C'est pourquoi il insiste. Même fatigué, agissez. Même si c'est peu de choses, faites-le. Le mouvement entretient la flamme. Pour il, la constance est la forme la plus pure de la foi. La tension monte. Il s'approche et dit à voix basse, « Désormais, votre plus grand défi n'est plus de commencer, mais de persévérer. » Il révèle le secret qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, rituel de reprise immédiate. Quand vous faites une erreur, reprenez le travail le jour même. N'attendez pas lundi, n'attendez pas la motivation. Le moment est venu. Cette pratique empêche la culpabilité de se transformer en inertie. Elle transforme les échecs en motivation pour continuer. Avant de conclure, il propose une dernière réflexion. Le succès ne survient pas par explosion, mais par une lente combustion. Le véritable progrès est silencieux, invisible, parfois ennuyeux. Mais c'est dans cette apparente monotonie que le miracle se produit. Le cerveau se reprogramme, les comportements changent et la procrastination recule. La tension monte. Il fixe intensément, et l'on sent qu'il est sur le point de révéler la clé ultime. Dans la prochaine partie, dit-il,
Je vous montrerai comment transformer toute cette énergie en action concrète, comment l'appliquer à votre quotidien, à vos projets, à votre vie. Et avant de s'éloigner, il répète ce qui ressemble à un serment. Vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes, vous en êtes l'architecte. La lumière semble se transformer, et l'air se fige. Le silence devient promesse. La fin de cette partie n'est pas un repos, mais une tension palpable. Le spectateur sent qu'il est sur le point de toucher au cœur du tournant, la fusion entre l'action et le sens, le point où la force humaine rencontre l'esprit créateur. Il l'observe, serein, et dit simplement « Préparez-vous ». La prochaine étape consiste à vivre comme quelqu'un qui a déjà gagné. Le silence est pesant. L'atmosphère est chargée de la sensation qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Napoleon Hill n'est plus devant vous comme un maître lointain. Il est désormais une voix intérieure, une conscience éveillée, une présence qui vibre au cœur de vos pensées. Il s'approche non par les mots, mais par une intention précise. Et ce qui suit n'est plus une leçon, c'est un appel, car le moment est venu de transformer tout ce qui a été appris en action concrète. Il commence avec conviction. Vous avez compris le pouvoir de la pensée, éprouvé le poids de la discipline, ressenti l'ardeur de l'action. Il vous faut maintenant unir tout cela à une foi concrète, une foi qui se manifeste par des résultats. Il évoque la différence entre savoir et vivre. Le monde regorge de gens qui savent quoi faire, mais rares sont ceux qui le mettent en pratique. La sagesse sans action est un corps sans âme, affirme-t-il. Et cette phrase résonne profondément, comme si elle s'adressait directement au cœur. Il décrit l'esprit humain comme une centrale énergétique spirituelle. Chaque pensée est une étincelle, chaque émotion un carburant, et chaque action un courant électrique qui façonne la réalité. Lorsque la volonté, le désir et la foi s'harmonisent, l'impossible devient possible. Il affirme que le succès, quel que soit le domaine, découle naturellement d'un esprit en accord avec son but. Et ce but ne s'épanouit que s'il est nourri quotidiennement par des actions cohérentes. La voix de Hill se fait plus douce, mais aussi plus grave. Ce ne sont pas les actions occasionnelles qui changent votre vie, mais celles que vous entreprenez chaque jour, même quand personne ne vous regarde. Il parle de rituels simples qui forgent les géants. Se réveiller avec une intention, faire le vide dans son esprit, remercier avant de commencer, revoir ses objectifs avant de dormir. Ce sont des gestes invisibles aux yeux des autres, mais puissants aux yeux de l'univers, car, comme il le dit, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes avec discipline et foi. Puis, il nous invite à une profonde réflexion. Imaginez-vous dans un an. Vous avez suivi la méthode, appliqué les idées, surmonté les excuses. À quoi ressemblera votre vie? Il vous demande de la visualiser en détail. Le regard déterminé, le corps plus léger, les résultats visibles, la sérénité de celui ou celle qui ne vit plus à la merci du hasard. Cette visualisation n'est pas un fantasme, mais une programmation mentale. Il explique, le cerveau tend à confirmer ce que vous croyez être vrai. Si vous croyez au progrès, il le recherchera. Si vous croyez à l'échec, il créera des obstacles pour le valider. Ainsi, le choix de nos croyances est la graine de toute récolte. Mais il prévient, visualiser ne suffit pas. Il faut agir en accord avec ses émotions. Il propose une pratique puissante, procès-verbal de décision une fois par jour. Relevez un défi et agissez sans trop réfléchir. Cette minute est le lieu où la peur et le courage se rencontrent. Et c'est à cet instant précis que se forge le caractère. Car, selon Hill, le courage n'est pas l'absence de doute, mais une décision guidée par la foi. Il révèle ensuite ce qu'il appelle « loi de la récupération constante ». Selon lui, les plus grands succès ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais l'échec, mais ceux qui ne rompent jamais le cycle de l'action. L'échec fait partie intégrante du progrès. Abandonner, c'est le véritable échec. Par conséquent, lorsque vous tombez, relevez-vous le jour même, comme on rallume un feu. Chaque tentative envoie au cerveau le message que vous êtes fiable, et cette confiance intérieure est la clé de la maîtrise de soi. Un silence s'installe, puis il adopte un ton presque spirituel. Il évoque la force invisible qui guide chaque être humain, l'intelligence universelle, le champ mental qui réagit à la vibration de la pensée. Vous faites partie d'un système vivant, dit-il. Et lorsque vos intentions sont pures, lorsque vos actions sont fermes, l'univers conspire silencieusement en votre faveur. Cette phrase résonne comme une prière. Il ne parle pas d'un mysticisme facile, mais d'une vérité observable. L'énergie suit l'attention. Ce que vous nourrissez se développe,
Il vous invite maintenant à l'introspection. Regardez autour de vous. Voyez tout ce que vous avez remis à plus tard, les rêves inachevés, les idées jamais concrétisées. Demandez-vous, combien d'entre eux sont morts faute d'opportunité et combien faute de décision? La réponse est douloureuse, mais libératrice. Car en admettant que le changement dépend de vous, le pouvoir vous revient. Il sourit. Vous avez toujours eu ce pouvoir. Il vous suffisait d'y croire suffisamment pour l'utiliser. Le récit prend un ton de conclusion, non pas de fin, mais de transition. Il vous conduit à l'étape ultime du voyage. L'engagement public, l'acte symbolique de transformer une intention en pacte. Il vous invite à déclarer à voix haute ou en silence, « À partir d'aujourd'hui, j'agis avec détermination. Je me maîtrise. Je suis la cause, non les faits. » Cette déclaration est simple, mais elle marque le début d'un nouveau cycle mental, car comme il l'enseignait, la répétition consciente forge l'identité, et l'identité façonne le destin. Il s'éloigne lentement, mais sa voix résonne encore en vous. Il dit que si vous appliquez ce que vous avez appris, même par petites doses quotidiennes, vous constaterez des changements profonds. La concentration deviendra naturelle, le plaisir cessera d'être une échappatoire et deviendra une récompense. Et la procrastination perdra son emprise. Vous ne serez plus l'otage de votre volonté, mais son maître. Avant de partir, il laisse une dernière instruction, un héritage qui résume toute sa philosophie. L'action est la foi en mouvement. La foi est l'esprit en harmonie. Et l'harmonie est la clé de toute abondance. Il vous demande de garder cela en mémoire, de transformer ces mots en pratique, en vie, car la connaissance n'est sacrée que lorsqu'elle sert la transformation. Et maintenant, tandis que l'écho de sa voix s'estompe, il formule une dernière requête, non pas en maître, mais en allié. Si ce message vous a touché, partagez-le avec le monde. Aimez, commentez, même anonymement, et abonnez-vous pour continuer à évoluer. Chaque participation est un vote pour votre évolution, et pour l'évolution de tous ceux qui sont encore prisonniers de l'inertie. Le silence revient, mais c'est un silence différent. Non pas un silence de vide, mais un silence de puissance. Vous inspirez profondément et réalisez, quelque chose en vous a changé. Il n'enseigne plus, il demeure en vous. Le maître est devenu un miroir, et dans le reflet, il n'y a qu'une seule certitude inébranlable. Vous êtes désormais le genre de personne qui passe à l'action.